et bonjour à tous. Bienvenue à cette soirée lecture où nous vous invitons à cheminer pendant quelques instants entre des textes plus ou moins célèbres, poèmes, manifestes, pièces de théâtre, romans, essais, provenant d'auteurs qui ont milité ou militent actuellement pour l'institution de rapports d'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Si l'on dénombre au cours de l'année pas moins de 140 journées vouées à la célébration d'une cause mondiale, la Journée internationale des droits de la femme est la seule qui s'inscrive en contre-champ d'une autre journée mondiale, celle des droits de l'homme, première dans l'ordre des journées instituées par l'ONU en 1950. Loin de traduire un bégaiement de l'histoire, cette singulière configuration traduit l'ambivalence fondamentale des déclarations françaises de 1789 et onusiennes de 1948. Et souligne l'impérieuse nécessité d'embrasser comme un tout les deux moitiés de l'humanité, femmes et hommes, si l'on veut tendre et prétendre à l'universalité. Ainsi, comme tout discours, le droit est une promesse qui ne tarde pas à révéler, comme dans un miroir, les faiblesses criantes de toute société. Et c'est le cheminement de cette parole vivante que nous vous proposons d'illustrer parallèlement à la lecture des textes proposés, et donc de commenter ces textes, dans la mesure du possible, au prisme d'une certaine philosophie du droit. C'est aussi l'occasion de rencontrer des auteurs, militantes et militants, qui sont autant de boussoles dans notre progression collective vers la liberté. Ces différentes lectures sont assurées par les membres de la troupe théâtrale de l'association Crash Text, comédiens en herbe ou plus aguerris, mais tous très enthousiastes et sous la conduite bienveillante et éclairée de notre metteur en scène. Voilà, je vous souhaite une très agréable soirée. Le voyage va bientôt commencer. J'appuie juste sur le bouton et nous voilà partis. Qu'attendez-vous des femmes d'aujourd'hui? J'attends qu'elles fassent la révolution. Je n'arrive pas à comprendre, en fait, qu'elle n'ait pas déjà eu lieu. Des colères se sont exprimées. Des révoltes ont éclaté çà et là, suivies d'avancées pour les droits des femmes. Mais nous sommes encore si loin du compte. Il nous faut une révolution des mœurs, des esprits, des mentalités. Un changement radical dans les rapports humains, fondé depuis des millénaires sur le patriarcat. Domination des hommes, soumission des femmes. Pendant longtemps, la soi-disant incompétence des femmes a servi à justifier leur exclusion des lieux de pouvoir et de responsabilité. Forcément, une femme instruite, étant réputée dangereuse, on s'arrangeait pour les priver d'instruction ou d'accès aux meilleures écoles. Mais c'est terminé. Au moins dans les sociétés occidentales. Les femmes y sont désormais éduquées et brillent dans les études supérieures, davantage même que les hommes. Personne n'oserait plus prétendre qu'elles ne sont pas aussi compétentes qu'eux. Elles ont, au moins en théorie, accès à toutes les plus hautes fonctions. Elles peuvent construire des viaducs, diriger une centrale nucléaire, piloter un avion de chasse, présider une cour d'assises, administrer une banque ou un pays. Et pourtant, qui pourrait affirmer que nos sociétés sont désormais égalitaires? Que la question est réglée, que les femmes jouissent d'un statut équivalent à celui des hommes, qu'elles ne sont pas sous-sujets, sous-citoyennes, sous-représentées dans les instances décisionnelles? Avez-vous vu les photos de la table de négociation sur les retraites à Matignon? Ou celles des discussions de paix sur la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan? Des hommes. Des hommes. Des hommes. En 2020, c'est consternant. Alors, oui, j'ai envie de dire plusieurs choses aux jeunes femmes qui préparent le monde de demain. D'abord, soyez indépendantes économiquement. C'est une règle de base. La clé de votre indépendance, le socle de votre libération, le moyen de sortir de la vassalité naturelle où la société a longtemps enfermé les femmes. Comment devenir un être de projet si l'on demeure assujetti au pouvoir d'un protecteur? Comment vivre la vérité d'une relation amoureuse si l'on est entretenu et contrainte, en cas d'insatisfaction sexuelle, de feindre le plaisir puisque quitter le Seigneur et Maître est exclu? Comment être libre d'exister, de choisir,
de fuir en cas de violence, si l'on est dépourvu de moyens, de métiers, de relations sociales et de l'estime de soi que procure l'indépendance économique. Ce conseil peut paraître superflu aux jeunes filles qui préparent leur bac et entendent travailler. Je leur parle d'expérience et en tant qu'avocate des femmes depuis 70 ans. Sachez qu'à la première crise économique, c'est le travail des femmes qui est toujours remis en cause. Ce sont elles les premières victimes du chômage. Elles, les plus mal payées et le plus gros contingent des smicards. Elles, à qui l'on propose en priorité le temps partiel, appelé abusivement temps choisi, alors qu'il n'est un choix que pour une infime minorité d'entre elles. Alors, ayez de l'ambition, développez de grands rêves, mais ne perdez jamais de vue l'exigence primordiale de l'indépendance. Ensuite, soyez égoïste. Je choisis ce mot à dessein. Il vous surprend? Tant Tant pis. pis. Les femmes ont trop souvent le sentiment que leur bien-être doit passer après celui des autres. Les parents, les enfants, les compagnons, le cercle professionnel et familial. Elles craignent de s'imposer, d'exiger, de révéler leurs envies ou ambitions, de se mettre clairement en avant. Ce n'est pas qu'elles soient naturellement modestes. C'est juste que l'histoire leur a dicté cette attitude de réserve, voire de retrait. Une femme ne doit pas faire de bruit, ne pas déranger, ne pas se faire remarquer, ne pas avoir l'esprit de compétition, ne pas chercher la gloire. Ça, c'est réservé aux hommes. Mais rebellez-vous Pensez enfin à vous, à ce qui vous plaît. à ce qui vous permettra de vous épanouir, d'être totalement vous-même et d'exister pleinement. Envoyez balader les conventions, les traditions et le qu'en dira-t-on. Fichez-vous des railleries et autres jalousies. Vous êtes importante. Devenez prioritaire. Avocate émérite de la cause des femmes, Gisèle Halimi n'a de cesse de dénoncer ce qui s'apparente à une prise d'otage. Tant qu'elle n'est pas économiquement indépendante, la femme ne jouera pas d'égal à égal avec l'homme. Cette manière d'illustrer la distinction entre droit formel abstrait et droit réel effectif est d'autant plus précieuse qu'elle souligne la condition indispensable à la promotion d'un droit authentique. Pour accéder à l'égalité des droits, à la reconnaissance inconditionnelle, il faut rompre le lien personnel, féodal, quasi charnel, qui maintient toute personne en captivité vis-à-vis d'autrui et ne confère que l'illusion d'être un sujet, loin de tout accomplissement. L'authenticité, la vraie, se joue à distance, à bonne distance. À ceux qui pensent qu'Ève est seulement une moitié d'Adam, à ceux qui disent qu'elle est la mère de tous les vices, à ceux qui se permettent d'être le seul maître après Dieu, à ceux qui... à celles qui pleurent, à ceux qui vont libres comme l'air, à celles qui se tairent, à ceux qui ont le droit de dire elle, de se taire, à ceux qui prennent la vie de celles qui donnent la vie, à ceux qui rient de celles qui pleurent. Aux armes citoyennes, nos armes seront les larmes qui nous viennent des crimes sans nom. Aux hommes qui nous aiment, ensemble marchons, et au diable les autres. Femme, réveille-toi. Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers. Reconnais tes droits. Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatisme, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. L'homme esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu libre, il est devenu injuste envers sa compagne. Oh femme, femme, quand cesserez-vous d'être aveugle?
Quels sont les avantages que vous avez recueillis dans la Révolution? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans les siècles de corruption, vous n'avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est détruit. Que vous reste-t-il donc? La conviction des injustices de l'homme. La réclamation de votre patrimoine, fondé sur les sages décrets de la nature, qu'auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise? Le bon mot du législateur des noces de Cana? Craignez-vous que notre législateur français, correcteur de cette morale longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n'est plus de saison, ne vous répète: « Femmes, qu'y a-t-il de commun entre vous et nous? » Tout, auriez-vous à répondre. S'ils s'obstinent dans leur faiblesse à mettre cette inconséquence en contradiction avec leurs principes, opposez courageusement la force de la raison aux vaines prétentions de supériorité. Réunissez-vous sous les étendards de la philosophie, déployez toute l'énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces orgueilleux, non serviles adorateurs rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les trésors de l'être suprême. Quelles que soient les barrières que l'on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir. Vous n'avez qu'à le vouloir. Passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société. Et puisqu'il est question en ce moment d'une éducation nationale, voyons si nos sages législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes. Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur partage. Ce que la force leur avait ravi, la ruse leur a rendu. Elles ont eu recours à toutes les ressources de leur charme, et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer, tout leur était soumis. Elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement français, surtout, a dépendu pendant des siècles de l'administration nocturne des femmes. Le cabinet n'avait point de secret pour leur indiscrétion. Ambassades, commandements, ministères, présidences, pontificats, cardinalats. Enfin, tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profanes et sacrés, tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe, autrefois méprisable et respecté, et depuis la Révolution, respectable et méprisé. Lorsqu'elle s'exprime en 1791, la jeune et talentueuse Olympe de Gouges n'a plus que 2 ans à vivre, bientôt promise à la guillotine. Par sa magnifique reprise et profond remaniement de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, que dit-elle à ses rédacteurs? Votre inspiration est épatante, votre promesse est exaltante, mais la transcription de vos idéaux est des plus déplorables. Incapable que vous êtes de rompre concrètement avec l'inégalité dévastatrice de l'Ancien Régime, vous perpétuez la soumission des femmes et restez, malgré tout, prisonniers de leur administration nocturne. Son appel au soulèvement des femmes apparaît dès lors comme prophétique, car elle a compris que les femmes ne pourront s'émanciper que par la révolution, culturelle certes, mais par la révolution. Mon père m'a marié à un tailleur de pierre, mon père m'a marié à un tailleur de pierre. Le lendemain de mes noces, m'envoie à la carrière là, déjà mal marié, déjà mal marié, j'ai déjà mal marié, déjà mal marié, j'ai. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre,
La douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'en haut, col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur, comme l'éclair d'un aigle. Femme nue, femme obscure, fruit mûr à la chair ferme, sombre extase du vin noir. Bouche qui fait lyrique ma bouche, savane aux horizons purs, savane qui frémit aux caresses ferventes du vent d'Est. Tam-tam sculpté, tam-tam tendu qui gronde sous les doigts du vainqueur. Ta voix grave de contralto est le chant spirituel de l'aimer. Femme noire, femme obscure, huile que n'hérite nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali, gazelle aux attaches célestes. Les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau, délices des jeux de l'esprit. Les reflets de l'or rouge sur ta peau qui se moire. À l'ombre de ta chevelure s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire, je chante ta beauté qui passe. Forme que je fixe dans l'éternel, avant que le destin jaloux ne te réduise en cendres pour nourrir les racines de la vie. Avez-vous bien entendu? Ce poème est un poème polyphonique. Il est écrit à plusieurs voix. On y décèle le regard de l'enfant, le regard du fils, celui du frère, celui de l'amant, du guerrier, celui de l'homme sage. Et parce que cet hommage simple et profondément émouvant à la femme africaine est le composé de toute une vie, il acquiert par là même une force naturelle qui confine à l'autorité dans tous les sens du terme. Pour paraphraser le droit, l'on peut dire que l'on a affaire à un acte authentique, un acte indiscutable. Rappelons que la poésie est sœur jumelle du droit. On sait qu'elle propose une réinterprétation, une relecture globale du monde. Elle est aussi équilibre, expression qui hésite entre le son et le sens, mais qui s'appuie sur l'éveil des sens. De son côté, le droit s'appuie sur la raison, et est aussi affaire d'équilibre qui s'établit à distance entre la personne concrète et sa représentation imaginaire, symbolique, citoyenne. Ici, Léopold Sédar Senghor nous offre une vision sensuelle, amoureuse et mystique de la femme noire, délestée de tout prisme et de toute connotation coloniale. Avouons que ça nous fait du bien. Et j'ai trempé mon pain dans le jus de la pierre, et j'ai trempé mon pain dans le jus de la pierre, par la main qu'a passé le curé du village là. Déjà mal marié, déjà mal marié, j'ai Déjà mal marié, déjà mal marié, j'ai. Ok. La prochaine lecture est une lecture à deux voix, tirée de la pièce de théâtre d'Henrik Ibsen, Une maison de poupée. Aussi, il convient d'en présenter brièvement l'intrigue. Alors que Nora, femme au foyer, docile, mère de 3 enfants, veut rendre service à son mari, Thorvald, elle commet sans en avoir vraiment conscience un faux en écriture. Même si l'affaire finit plutôt par s'arranger, c'est l'occasion d'une dispute inédite avec son mari. Et cette dispute ouvre les yeux à Nora.
C'est la première fois qu'elle a une véritable conversation avec son mari. Troublée par cette perception intime qu'elle n'était jusqu'à présent que la poupée de son père puis de son mari, Nora prend soudain une résolution inattendue. Oui, Thorvald, je me suis rhabillée. Mais pourquoi maintenant, si tard? Je ne dormirai pas cette nuit. Mais, Nora chérie, Il n'est pas tard encore. Assieds-toi, Thorvald. Nous avons beaucoup de choses à nous dire, toi et moi. tu m'inquiètes, Nora. Je ne te comprends pas. Précisément, tu ne me comprends pas. Et moi non plus, je ne t'ai pas compris avant ce soir. Non, ne m'interromps pas. Écoute ce que je te dis. Nous avons des comptes à régler, Thorvald. Que veux-tu dire? Il y a maintenant 8 ans que nous sommes mariés. Réfléchis un moment. N'est-ce pas la première fois que nous deux, toi et moi, mari et femme, nous parlons sérieusement ensemble? Sérieusement, oui? Qu'est-ce que cela veut dire? Pendant 8 longues années, et même davantage. Depuis le premier jour où nous avons fait connaissance, nous n'avons jamais échangé un propos sérieux sur un sujet sérieux. Mais voyons, ma chère Nora, est cela une occupation pour toi? Nous y voici. Tu ne m'as jamais comprise. Vous m'avez fait beaucoup de tort. Papa d'abord, et toi ensuite. Quoi? Nous deux? Nous deux qui t'avons le plus aimé? Vous ne m'avez jamais aimé. Il vous a paru agréable d'être en admiration devant moi, voilà tout. Voyons, Nora, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, Thorvald, quand j'étais chez papa, il m'exposait ses idées et je les suivais. Et si j'en avais d'autres, je les cachais parce qu'elles ne lui auraient pas plu. Il m'a appelé sa poupée et jouait avec moi comme je jouais avec les miennes. Puis je suis venue dans ta maison. Tu as de curieuses expressions pour parler de notre mariage. Je veux dire que je suis passée des mains de papa dans les tiennes. Tu as tout arrangé à ton goût et donc j'ai eu le même goût que toi, ou bien j'ai fait semblant. Je ne sais pas au juste. Je crois que c'était l'un et l'autre, tantôt l'un, tantôt l'autre. Toi et papa, vous avez été bien coupables envers moi. Si je suis une bonne à rien, c'est vous qui en êtes responsable. Tu es absurde, Nora, et ingrate. N'as-tu pas été heureuse ici? Non, j'ai été joyeuse. Tu étais si gentil pour moi. J'ai été ton épouse poupée, tout comme à la maison, j'étais l'enfant poupée de papa. Et nos enfants, à leur tour, ont été mes poupées. Je trouvais divertissant que tu te mettes à jouer avec moi. Voilà ce qu'a été notre union, Thorvald. Il y a du vrai dans ce que tu dis. Mais tu exagères et tu grossis beaucoup les faits. Maintenant, tout va changer. Le temps du plaisir est passé. Voici le temps de l'éducation. L'éducation de qui? La mienne ou celle des enfants? Les deux, Nora. Et moi? Comment suis-je préparée à élever des enfants? Nora, Tu l'as dit toi-même il y a un instant. Cette mission, tu n'oses pas me la confier. je l'ai dit dans un moment d'irritation. Faut-il que tu en tiennes compte maintenant? Si, c'était très bien dit. C'est une tâche au-dessus de mes forces. Il y en a une autre qu'il me faut accomplir d'abord. Il faut que je veille à m'éduquer moi-même. Il faut que je sois seule pour le faire. Et voilà pourquoi maintenant, je vais te quitter. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai besoin d'être seule pour me rendre compte de moi-même et de tout ce qui m'entoure. Voilà pourquoi je ne peux pas rester plus longtemps chez toi. Nora! Nora! Je veux m'en aller d'ici tout de suite. Christine m'accueillera sûrement pour cette nuit. Tu es folle. Tu n'as pas le droit. Je te l'interdis. Ça ne sert à rien de m'interdire quoi que ce soit. J'emporte tout ce qui est à moi. Je ne veux rien recevoir de toi, ni maintenant, ni plus tard. Mais que veut dire cette folie? Demain, je m'en vais chez moi. Je veux dire, dans mon ancienne maison. Je pourrai vivre plus facilement. Pauvre aveugle, sans expérience. Je tâcherai d'acquérir de l'expérience, Thorvald. Abandonner ton foyer, ton mari, tes enfants? Tu ne penses pas à ce que les gens vont dire. Je ne me soucie absolument pas de cela. Je sais seulement que pour moi, c'est indispensable. Oh, c'est révoltant. Peux-tu trahir ainsi tes devoirs les plus sacrés?
Qu'appelles-tu mes devoirs les plus sacrés? Tu as besoin que je te le dise? Est-ce que ce ne sont pas tes devoirs envers ton mari et tes enfants? J'ai d'autres devoirs tout aussi sacrés. Non, tu n'en as pas. Quels sont ces devoirs? Mes devoirs envers moi-même. Mais tu es d'abord et avant tout épouse et mère. Je n'y crois plus. Je crois que je suis avant tout un être humain, au même titre que toi. Ou en tout cas, que je dois essayer de le devenir. Je sais que la majorité des hommes te donnera raison et que ces idées sont imprimées dans tes livres. Mais je ne peux plus me contenter de ce que les gens disent et de ce qu'il y a dans les livres. Il faut que je réfléchisse moi-même là-dessus et que j'essaye d'y voir clair. Quoi? Tu ne te rends pas compte que ton poste est au foyer? N'as-tu pas un guide infaillible sur ces questions? N'as-tu pas la religion? Hélas, Thorvald, le fait est que je ne sais pas au juste ce qu'est la religion. Qu'est-ce que tu dis là? Je ne sais pas ce que le pasteur Hansen disait quand j'ai fait ma confirmation. La religion, c'est ceci, cela. Quand j'aurai quitté tout cela ici et que je serai seule, j'examinerai cette question comme tant d'autres. Je verrai si le pasteur disait vrai, ou du moins si ce qu'il disait était vrai pour moi. Oh! Entendre une femme dire des choses pareilles, c'est quand même inouï. Mais si la religion ne peut te mettre sur le droit chemin, laisse-moi au moins sonder ta conscience. Car tu as quand même un sens moral. Réponds-moi. Ou bien tu n'en as pas peut-être. Vois-tu, Thorvald, ce n'est pas facile de répondre. En fait, je ne sais pas, tout simplement. Je suis complètement perdue dans tout cela. Je sais seulement que mes idées sont distinctes des tiennes. Je vois aussi que les lois ne sont pas ce que je croyais. Mais que ces lois soient justes, je n'arrive pas à me mettre dans la tête. Tu parles comme une enfant. Tu ne comprends rien à la société dans laquelle tu vis. Non, je n'y comprends rien. Mais je vais m'y mettre à présent. Il faut que j'arrive à décider qui a raison, de la société ou de moi. Tu es malade, Nora. Tu as de la fièvre. Pour un peu, je croirais que tu as perdu la raison. Je ne me suis jamais sentie aussi lucide et sûre de moi que cette nuit. C'est dans cette lucidité et cette assurance que tu abandonnes ton mari et tes enfants? Oui, Thorvald. Cette pièce, plus qu'avant-gardiste, créée en 1879 par l'auteur suédois Henrik Ibsen, sera, à sa publication, perçue comme un brûlot, un paquet de dynamite capable de dissoudre les liens organiques de la société. Comment en effet admettre un tel comportement, où l'on voit une femme quitter mari et enfant du seul fait de ce que sa conscience lui dit et lui révèle sur sa propre condition? Cette pièce restera longtemps interdite, puis édulcorée et jouée pour la première fois en Allemagne avant de devenir une pièce du répertoire classique. Comment ne pas penser à cette récente confidence de Leila Slimani qui explique qu'en France comme au Maroc, elle se sent vivre au pays des autres, au pays des hommes. J'avais 12 ans quand j'ai joué au cinéma pour la première fois dans le film Léon. Je jouais une jeune fille qui devient amie avec un tueur à gages et qui souhaite se venger de celui qui a tué sa famille. Le personnage se découvre et développe sa féminité, sa voix et ses désirs. À ce moment-là de ma vie, je découvrais moi aussi ma propre féminité, mes propres désirs et ma propre voix. J'étais si enthousiaste à 13 ans quand le film est sorti que mon travail et ma performance artistique touchent le public. J'ai ouvert avec enthousiasme ma première lettre de fan. Un homme m'écrivait qu'il rêvait de me violer. Une radio locale a organisé un décompte des jours jusqu'à mon 18e anniversaire, date à laquelle ça deviendrait légal de coucher avec moi. Les critiques de cinéma faisaient référence à ma poitrine naissante dans leurs articles. J'ai compris, à l'âge de 13 ans, que si je m'exprimais sur le plan sexuel, je ne me sentirais pas en sécurité, que les hommes se sentiraient autorisés à discuter et à considérer mon corps comme un objet, quitte à me rendre mal à l'aise. J'ai vite adapté mon comportement. J'ai rejeté tous les rôles avec une scène où j'embrasse
et parler de ce choix délibérément dans les interviews. J'ai mis en avant mon goût pour les livres, mon côté sérieux, et je me présentais avec des habits élégants. Je me suis forgé une réputation de femme prude, conservatrice, intello, sérieuse, afin que mon corps soit protégé et que l'on écoute ce que j'avais à dire. À 13 ans, le message de notre culture était clair pour moi. J'ai senti le besoin de couvrir mon corps et d'inhiber mon expression, ainsi que mon travail, dans le but de dévoiler au monde mon propre message, à savoir que je suis digne de confiance et respectable. Les petits commentaires sur mon corps, comme les commentaires davantage menaçants, m'ont conduite à contrôler mon comportement dans un environnement de terrorisme sexuel. Un monde dans lequel je pourrais m'habiller comme je veux, dire ce que je veux, et exprimer mes désirs sans craindre pour ma sécurité physique ou ma réputation. Voilà ce que serait le monde dans lequel le désir des femmes et leur sexualité pourraient s'exprimer pleinement. Ce monde que nous voulons bâtir est l'opposé du puritanisme. J'aimerais donc proposer une façon de permettre à cette révolution d'aller plus loin. Proclamons haut et fort. C'est ce que je veux. C'est ce dont j'ai besoin. C'est ce que je désire. Voilà comment vous pouvez m'aider à avoir du plaisir. Alors qu'elle se révèle une actrice des plus talentueuses dès l'âge de 13 ans, Nathalie Portman affronte, du fait de sa notoriété, l'ineffable pression sociale masculine qui ne veut voir en elle qu'un objet sexuel. À l'image d'Ulysse, elle devra ruser sans cesse pendant bien des années pour ne pas alimenter les représentations perverses que certains aimeraient symboliquement lui associer. La relecture publique, courageuse de cette épreuve personnelle, est plus qu'une simple dénonciation, une sentence historique sans appel sur la brutalité de la société patriarcale et consumériste. Elle témoigne du renoncement persistant de cette société à dépasser le stade pulsionnel et inconséquent de l'arbitraire, s'interdisant ainsi de s'accomplir dans la liberté universelle, ce que par ailleurs Nathalie Portman réussit magistralement. La licorne noire est vorace. La licorne noire est fébrile. La licorne noire a été prise pour une ombre, un symbole, et traînée à travers un froid pays où la brume peignait des caricatures de ma fureur. Ce n'est pas sur sa cuisse que sa corne repose, mais au plus profond de son lit de lune. La licorne noire est indocile. La licorne noire est tenace. La licorne noire n'est pas libre. Licorne, animal mythique, emblème de la virginité et de la fertilité, figure de la connaissance par laquelle advient la liberté. La licorne incarne ici la vie spirituelle qui se débat contre la discrimination. Contre toute discrimination puisque Audre Lorde est noire, lesbienne, militante engagée et enragée. Comme pour toute déclaration solennelle, l'auteur convoque les forces supérieures qui annoncent l'inéluctable combat et son issue victorieuse contre la ségrégation. Chaque femme possède un arsenal de colère bien rempli et potentiellement utile contre ces oppressions personnelles et institutionnelles qui ont elles-mêmes déclenché cette colère. Dirigée avec précision, la colère peut devenir une puissante source d'énergie au service du progrès et du changement. Et quand je parle de changement, je ne parle pas de simple changement de point de vue, ni de soulagement temporaire, ni de la capacité à sourire ou à se sentir bien. Je parle de remaniement fondamental et radical de ces implicites qui sous-tendent nos vies. Mais extérioriser la colère, la transformer en action au service de notre vision et de notre futur, est un acte de clarification qui nous libère et nous donne de la force. Car c'est par ce processus douloureux de mise en pratique que nous identifions qui sont les alliés avec lesquels nous avons de sérieuses divergences et qui sont nos véritables ennemis. La haine et la colère sont très différentes. La haine,
c'est la fureur de celles et de ceux qui ne partagent pas nos objectifs. Et elle a pour but la mort et la destruction. La colère, elle, est une douleur provoquée par des décalages entre personnes égales. Son but est le changement. Mais notre temps est de plus en plus compté. On nous a appris à considérer toute différence, autre que le sexe, comme un motif de destruction. Et c'est pourquoi l'idée que les femmes noires et les femmes blanches peuvent faire face à leurs colères respectives sans se désavouer, sans rester pétrifiées, sans être muettes, ni se sentir coupables, est en soi une idée hérétique et constructive. Elle implique une rencontre entre égales sur une base commune pour examiner la différence et pour bousculer ces idées héritées de l'histoire. Car ce sont ces préjugés qui nous séparent. Et nous devons nous demander, à qui profite tout cela? On l'oublie, mais l'un des écrits fondateurs de la culture occidentale a pour principal objet la colère, celle du bouillant Achille, féroce combattant des Troyens, dans l'Iliade d'Homère. La colère n'est pas en effet une émotion parmi d'autres, mais la première étape qui conduit vers l'agora, vers l'espace public. La colère est en effet une sorte de prélangage qui, focalisé sur une injustice violemment ressentie, va transformer ce ressenti en discours qui appelle et convoque la vérité. Si le silence reste personnel et se mue en souffrance intériorisée, la colère est une violence qui s'extériorise et requiert de son propre fait sa canalisation. En elle s'exprime toute l'intensité d'une voix qui demande à devenir plurielle et à trouver sa limite et sa rédemption dans l'action et la réponse collective. Audre Lorde, confrontée au péril d'une mort imminente, découvre cette fonction heuristique de la colère et ne cessera dès lors d'y trouver la source de son inspiration militante. J'étais toute petite quand on m'a raconté l'histoire de ma naissance et le désespoir de mon père à l'annonce que sa femme venait d'accoucher d'une fille. Un désespoir si puissant qu'il a nié mon arrivée pendant près de 3 semaines. Aux amis qui venaient aux nouvelles, il affirmait « Non, Prima n'a pas encore accouché ». Certains s'étonnaient « Voyons, pas encore ?» Mais Édouard persistait « Non, toujours pas. Bientôt, bientôt. » Il ne parvenait pas à se faire à cette catastrophe, une descendance féminine, lui qui, pourtant, avait déjà un fils aîné. Ce récit 1000 fois relayé en famille a résonné dans tout mon être comme un glas. J'étais née du mauvais côté. Mais c'était aussi un appel au sursaut et à l'insoumission. Oui, la révolte s'est levée très tôt en moi. Dure, violente. Mes engagements ultérieurs en sont directement le fruit. La blessure de l'injustice m'a donné une force fabuleuse parce que désespérée. Tout, dans l'enfance, était fait pour me rappeler mon infériorité par rapport aux garçons et d'abord à mes frères. Nous étions 4, 2 filles, 2 garçons. Un petit frère était mort d'un accident domestique à 2 ans, atrocement brûlé sous mes yeux. Et il était évident que dans cette fratrie, ma sœur et moi étions les inessentiels, voués à servir les garçons du foyer, les essentiels. Avant de nous marier et de passer sous l'autorité et la suggestion d'un époux. Ma mère mettait un point d'honneur, voire un acharnement, à maintenir ce clivage. Ma grand-mère, ma mère et moi avons vécu comme ça, alors toi aussi. Elle avait été mariée à moins de 15 ans, mère à 16 ans, ce qui était courant en Tunisie, et elle tentait de reproduire ce qu'elle avait subi. Opprimée dès son plus jeune âge, niée dans son existence, tout naturellement, elle opprimait à son tour. Perpétuer les choses assure une certaine quiétude et provoque toujours moins de heurts que vouloir les changer. Mais la quiétude n'était pas mon fort, ni mon aspiration. Échapper à ce qui apparaissait comme un destin tracé est vite devenu mon obsession. Magnifique texte sur la filiation.
sans doute le sujet le plus délicat à appréhender par le droit, et pour cause. En ne reconnaissant pas immédiatement sa fille, M. Édouard Halimi, père, renonce à s'établir lui-même comme sujet de droit. Son orgueil, sa culture, son honneur n'admettent pas cette filiation. Et pourtant, ce faisant, il vient d'enfanter une bombe, une rebelle à l'énergie inextinguible. Alors qu'il renonce à sa propre histoire familiale, Gisèle rentrera, elle, dans l'histoire, avec un H majuscule, par la grande porte. Pour paraphraser le philosophe Hegel, qui était subjugué par Napoléon, lequel philosophe disait à son propos « Je vois l'esprit du monde à cheval ». Eh bien, l'on peut dire en écoutant Gisèle Halimi, nous voyons l'esprit du droit en action. Par la vingt passé, le curé du village, par la vingt passé, le curé du village, bonsoir monsieur le curé, j'ai trois mots à vous dire là. Déjà mal marié, déjà mal marié, j'ai. Déjà mal marié, déjà mal marié, j'ai. Sais-tu bien comment ça tient tout ça? C'est pas les hormones, c'est pas les œufs frais, c'est pas les tisanes miraculeuses. Non, c'est de l'intérieur que ça tient. De l'intérieur. Comment que je m'en suis sortie, moi? Comment que j'ai les yeux qui pétillent? Comment ça se fait que je bande encore? Comment que je suis encore vivante? Comment qu'à l'ange de la mort qui est venu sonner à ma porte je ne sais combien de fois déguisé en facteur ou en petite fille, et même une fois en moine bouddhiste, comment que j'ai pu lui dire à ce foutu ange de la mort, tu es en train de te tuer au travail, toi, mon vieux? Allez, te fatigue pas. Quand j'en aurai marre, c'est moi qui t'appellerai. T'as rien qu'à moi à savoir si tu veux avancer droit dans ta vie, petite. C'est non. Non. C'est ça le petit mot magique. Non. C'est pas compliqué. Tu dis non chaque fois que tu sens que c'est pas par là qu'il faut aller. Tu le sais que tu le sens, mais t'oses pas le dire. Tu dis non à tous ceux qui te disent « Prends donc ce chemin-là ». Tous ceux qui te disent « Faut assumer ton destin, ma fille ». Bon, les curés, oh, ceux-là, mais aussi les rabbins, les imams. Le destin, c'est leur spécialité. Le destin qu'ils te proposent, c'est une vie de merde tant que tu respires. Et c'est qu'une fois morte que tu pourras vraiment profiter de la vie. Le destin, ça n'existe pas. C'est une invention de ceux qui veulent te faire aller quelque part à toute force. Les curés, mais aussi à peu près tous les hommes qui sont rien que des curés en civil. Leur problème aux hommes, c'est qu'ils ont construit le monde autour de leur petite personne et qu'ils ont oublié de faire une porte pour aller voir dehors ce qui se passe. Alors voilà, tu dis non. Pas non merci. Tu dis non. Pas peut-être. Tu dis non. Pas je sais pas. Tu dis non. Pas pourquoi pas. Pas minute papillon. Pas et puis quoi encore. Pas même pas en rêve. Pas je verrai. Pas je demande à voir. Pas c'est bien possible. Pas si vous y tenez. Pas vous m'en direz tant. Pas vous alors. Pas vous croyez? Pas ma foi. Pas chouette. Pas pas oh là là. Pas top là. Pas d'accord. Pas amen. Pas on se lance. Pas avec plaisir. Pas quel bonheur. Pas je suis vernie, moi. Pas elles sont belles, ces fleurs. Comment vous avez deviné? C'est mes préférés. Vite, un vase. Pas je me tâte. Pas ça me picote. Pas ça me titille. Pas c'est fou ce que ça me tente. Pas je suis à deux doigts de... Pas vous me flattez. Pas vous me brossez dans le sens du poil. Pas vous me mettez l'eau à la bouche. Pas vous avez du nez. Pas c'est drôle ce que vous me dites là. Pas on me l'a souvent dit. Pas on me l'a souvent dit, mais dans votre bouche ça sonne pas pareil.
Pas, personne m'avait jamais dit ça avant vous. Vous êtes un sorcier, ma parole. On dirait que vous regardez au travers de moi. Pas, surtout pas d'alcool. Mais je boirais bien une grenadine. Pas, j'ai la permission de minuit. Je vais me transformer en citrouille si je reste. Pas, la vie c'est un vrai conte de fées. Pas, vous connaissez maman? Pas, waouh, toutes ces étoiles. Il y en a bien une qui brille pour nous. Elle est où, la grande ours? Et ça, c'est pas Orion, là, avec son épée? Pas, c'est parti pour la vie. Pas, je veux plein d'enfants. Pas, je les sens, moi aussi. Rien que des acacias blancs. Voilà. Tu dis non. Et si tu oublies ce qu'il faut dire ou pas dire, tu dis juste non. Non. Et encore non. Ne nous méprenons pas, surtout pas de contresens. Le non n'est pas un refus, c'est une affirmation. Pour autant que le non soit nu, intégralement nu, dépourvu de toute fioriture ou motivation subalterne supposée le légitimer. Le vrai non est inconditionnel et inconditionné. C'est seulement à ce prix qu'il affirme le soubassement philosophique de tout droit, la dignité humaine. Rappelons-nous l'antique principe philosophique: l'on n'a pas à se justifier d'exister. Bonsoir, monsieur le curé, j'ai 3 mots à vous dire. Bonsoir, monsieur le curé, j'ai 3 mots à vous dire. Hier, vous m'avez fait femme, aujourd'hui, faites-moi fille. Là, déjà mal marié, déjà mal marié, j'ai déjà mal marié, déjà mal marié, j'ai. Que tu sois entrée première à Polytechnique, Anne-Marie Chopinet. Que tu sois sortie major de l'ENA, Françoise Chandernagor. Que tu aies reçu la Croix de guerre, Jeanne Mathèse. Que vous ayez gravi à votre tour un plus de 8000 mètres, petite japonaise du Manaslu. Que vous ayez élevé seuls vos enfants dans les difficultés matérielles et la désapprobation morale, vous autres les abandonnés ou les filles mères volontaires. Que vous soyez morte pour vos idées, Florent Tristan, Olympe de Gouges ou Rosa Luxembourg. Que tu aies été une physicienne accomplie, Marie Curie, alors que tu n'avais pas le droit de vote. Tout cela, et bien d'autres actes héroïques ou obscurs, ne nous vaudra ni dignité, ni sécurité. C'est un ministre de la Justice, Jean Foyer, qui l'a dit. Non, pas au Moyen-Âge, pas au 19e non plus. Vous n'y êtes pas. En 1973. Il s'adressait à vous et à moi pour nous redire, après tant d'autres, que toute valeur pour la femme ne peut procéder que de l'homme, y compris la maternité, qui prétendument vous sanctifie, puisqu'aujourd'hui encore, malgré quelques exemples illustres, on veut voir dans la fille mère, non la mère qui a fait son devoir, mais la fille qui n'a pas fait le sien. Pour être respectable, il ne s'agit donc pas d'être mère, il s'agit d'être marié. La législation concernant les filles mères, qui date d'un édit d'Henri II, était féroce. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, les filles séduites ou les veuves enceintes étaient tenues de faire une déclaration de grossesse aux autorités locales. La fille mère dont l'enfant mourait avant d'avoir été baptisé encourait la pendaison. Rappelons que le droit de vote des femmes est établi par décret du 21 avril 1944, que le droit d'ouvrir un compte bancaire et de signer un contrat de travail sans l'autorisation du mari date de la loi du 13 juillet 1965. Pour être représentatif d'un état d'esprit encore courant en 1973, soit 5 ans après mai 68 quand même, les propos du ministre de la Justice de l'époque, Jean Foyer, paraissent aujourd'hui sidérants. Hier m'avait fait femme, aujourd'hui faites-moi fille. Hier m'avait fait femme, aujourd'hui faites-moi fille. De fille, je t'ai fait femme. De femme, je ne fais point fille, là. Déjà mal marié, déjà mal marié, j'ai déjà mal marié, déjà mal marié, j'ai déjà mal marié, déjà mal marié, j'ai
déjà mal marié, déjà mal marié, j'ai déjà mal marié, déjà mal marié, j'ai déjà mal marié, déjà mal marié, j'ai. Dis maman, on joue? Dis maman, on joue? On joue, mais on joue à quoi? On joue à n'importe quoi. Moi, je serais la maman et toi, tu serais l'enfant. Tu obéirais toujours, 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 toujours. Dis maman, on joue? Dis maman, on joue. On joue. Mais on joue à quoi? On joue à n'importe quoi. Alors je suis la maman. Mais pourquoi tu pleures autant? Si c'est ça, je ne joue plus. Dis maman, on joue? Dis maman, on joue. On joue, mais on joue à quoi? On joue à n'importe quoi. C'est moi l'enfant si tu veux. C'est moi qui le fais le mieux. Toi tu pleures, c'est pas drôle. Pas drôle. Dis maman, on joue? Dis maman, on joue? On joue. Mais on joue à quoi? On joue à n'importe quoi. Allez, on joue plus à ça. Donne-moi du chocolat. Et puis je jouerai toute seule. Toute seule? Toute seule. Toute seule. Dis maman, on joue? Dis maman, on joue? On joue, mais on joue à quoi? On joue à n'importe quoi. Nous voici arrivés au terme de notre périple qui nous a conduit à commenter quelques textes célèbres au regard du droit. Le temps est donc venu de conclure. S'il est d'usage de considérer que la Grèce est le berceau de la philosophie, le droit, lui, est né à Rome. L'ingéniosité des Romains les a en effet conduits à traiter les conflits entre personnes en partant d'un simple questionnement. Qui répond? Qui est en responsabilité de ce qui advient? L'ingéniosité tient précisément dans le fait que ce questionnement ne vaut qu'au regard de la qualité de celui ou de celle qui pose la question. Qui a intérêt à agir pour que cette question devienne recevable, légitime? Sinon, il n'y a pas lieu de la poser. Cette manière d'établir un dispositif formel de réception, de démonstration et de résolution des problèmes, en équilibrant et contrebalançant les rôles et les enjeux, a ouvert la voie à une pratique qui a libéré le jeu relationnel au sein de la société. Mais combien de temps a-t-il fallu pour que ce langage puisse être accessible à tous et à toutes? Combien de temps a-t-il fallu pour que l'aptitude à interroger leur relation à l'autre soit également accordée aux femmes? Olympe de Gouges l'a souligné. Sous l'Ancien Régime, la femme était méprisable et respectée. Avec la Révolution, elle devient respectable, mais méprisée. Gisèle Halimi a bien illustré également cette dimension à travers la promotion d'une indispensable émancipation économique vis-à-vis de la tutelle patriarcale. Enora, héroïne de la pièce d'Henrik Ibsen, a incarné la naissance même du sujet qui se met existentiellement en responsabilité de soi au regard des autres. Tant d'autres illustrations auraient pu être retenues, bien évidemment. Nous ne pouvons qu'indiquer quelques pistes complémentaires. En premier lieu, le travail contemporain de Gayatri Chakravorty Spivak, critique littéraire indienne, qui va pousser très loin l'analyse du discours, l'analyse discursive, en interrogeant la capacité même de parler de ceux et de celles qu'elle appelle les subalternes. En ouvrant le débat vers ceux qui sont aux marges de l'histoire, elle invite à une modération de tout discours à prétention globalisante, à vocation globalisante, lequel discours ne peut que traduire le risque de dérive vers l'ethnocentrisme. En second lieu, il convient de signaler l'enquête globale sur les fondements de la misogynie contemporaine réalisée par le sociologue Abraham de Swann. Il retrace les dynamiques des groupes qui refusent à travers le monde l'émancipation apportée par le mouvement MeToo. Or, ce mouvement est particulièrement porteur de sens sous l'angle du droit. Il combat en effet les lois silencieuses, ces pratiques coutumières qui ne s'inscrivent pas dans le droit, mais dans une certaine clandestinité. Or, le droit n'est pas clandestin. Son travail d'objectivation et de formulation s'opère au grand jour, sous la lumière. C'est seulement à ce prix que l'on peut au mieux préserver la dignité de tout un chacun. Cette dimension que l'on appelle la positivité du droit est ce qui fait la différence avec les autres règles non écrites. Parce qu'elles ne sont pas discutées, elles ne sont pas indiscutables, mais restent engluées dans une forme de violence. Et c'est bien ce que souligne le mouvement MeToo.
Enfin, rappelons la grande fresque rétrospective sur les différents courants militants féministes, La puissance des femmes, aux éditions Philosophie Magazine, éditeur. Ouvrage où sont évoquées les idées phares de Judith Butler, de Christine Delphi, Kimberly Crenshaw, Nancy Fraser, Angela Davis, Antoinette Fouque, Donna Haraway et bien d'autres militantes en action. Voilà. Nous vous remercions très sincèrement pour votre attention, souhaitant que cette journée mondiale des droits de la femme soit vraiment l'occasion de nombreuses initiatives individuelles et collectives pour une réelle promotion de rapports d'égalité entre les femmes et les hommes, aujourd'hui bien sûr, mais aussi pour tous les autres jours de l'année.